Donc bonjour à tous, dans cette vidéo qui va être assez courte, je vais vous faire des petits rappels d'optique géométrique. En aucun cas je démontrerai quoi que ce soit, je pars du principe que c'est des choses que vous avez déjà vues, soit en première année de licence, soit même avant, parce que je ne vais pas aller très loin. Je vais juste reprendre les lois de Snell-Descartes pour qu'on soit à peu près au clair, on en aura besoin, et puis également la construction des rayons dans les lentilles convergentes et divergentes. Alors très rapidement, les lois de Snell-Descartes, elles permettent de décrire le passage d'un dioptre. Donc on a un rayon ici qui arrive, on appelle ça le rayon émergent ou incident. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu d'optique géométrique, mais ce sera juste des rappels. Je considère que tout ce que je vais vous présenter, vous le connaissez déjà. Donc c'est vraiment, ça va pas être démontré ou quoi que ce soit. Je vais juste vous rappeler des résultats. Et ça va pas être non plus très compliqué parce que c'est quelque chose que normalement on voit au lycée, voire en première année de fac. On va s'intéresser aux lois de Snell-Descartes et également à la construction de rayons dans les lentilles convergentes ou divergentes. On en aura besoin en optique ondulatoire, donc c'est pour ça que je vous les présente. Alors, dans un premier temps, les lois de Snell-Descartes. Les lois de Snell-Descartes permettent de décrire le passage d'un dioptre. Un dioptre, c'est un changement d'indice. Donc ici, vous en avez un de dessiné. Vous avez un indice N1 au-dessus et un indice N2 en dessous. Et donc, cette ligne-là représente la surface de séparation, ce qu'on appelle le dioptre. Le rayon, ici, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Il arrive avec un angle d'incidence I1 qu'il faut mesurer par rapport à la normale au dioptre, à la position d'impact. Ici, c'est voilà, le rayon, il arrive ici, et on va prendre l'angle par rapport à cette normale. Tous les angles, c'est très important, tous les angles seront pris par rapport à la normale au dioptre, à l'endroit où le rayon arrive. Donc ce rayon, il va se diviser a priori en deux, un rayon qui va être réfléchi comme ça, et un rayon qui va être dit réfracté. Et les lois de Snell-Descartes nous permettent de dire que le rayon réfléchi va repartir avec un angle R égal à l'angle I1, donc R égale I1, et l'angle réfracté I2, par rapport à la normale, je vous le rappelle, il va être donné par N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors vraiment, j'insiste, l'erreur typique des étudiants dans l'ensemble, c'est de ne pas prendre par rapport à la normale. Donc ils vont prendre par exemple à l'horizontale et donc ils prennent cet angle-là. Et c'est pas bon, la formule est fausse. En fait, on pourrait l'adapter en mettant des cosinus en particulier, mais c'est pas le cas. Et donc prenez bien, tracez bien votre normale et posez-vous la question de l'angle d'incidence par rapport à la normale et l'angle d'émergence ici par rapport à la normale et l'angle de réflexion par rapport à la normale. L'autre type d'erreur qui est aussi assez classique, qui, voilà, ça fait toujours sourire, c'est quand on utilise sa calculatrice, il faut faire attention, quand vous mettez un angle dans un sinus en degrés, il faut que votre calculatrice soit mise en degrés. Si vous mettez l'angle en radian, il faudra mettre votre calculatrice en radian. Mais en aucun cas, votre calculatrice pourra le savoir à votre place. Donc il faut faire attention. En règle générale, en optique, on fait tout en degrés. Pour ce genre de choses, on va rester en degrés, mais on verra que le passage en radian est assez utile quand on fait certaines approximations. Alors juste un peu plus, un petit point un peu plus approfondi au niveau de la loi de Snell-Descartes. Ici, vous avez un schéma qui vous représente ce qui se passe quand on passe un dioptre. On va le lire dans les deux sens, parce qu'on a vu que la lumière, finalement, quand elle était capable de suivre un chemin optique, elle est capable de le suivre dans le sens opposé. C'est le principe de retour inverse de la lumière. Donc là, on va d'abord s'intéresser au cas où je passe d'un milieu N1 vers un milieu N2, avec N2 qui va être plus grand que N1. Donc ici, c'est N' sur le dessin, mais N', ça correspond à N2 dans ce premier cas. Donc ici, c'est N1, ici, c'est N2. Et on passe donc d'un milieu moins réfringent, un indice N1 plus petit, vers un indice plus réfringent, un indice N2 plus grand. Si vous faites le calcul avec N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, dans ce cas-là, vous obtiendrez toujours un rayon réfracté qui aura un angle par rapport à normal plus petit. C'est-à-dire que vous aurez toujours I2 plus petit que I1. Donc le rayon qui va être réfracté va en fait se resserrer sur la normale à votre dioptre. On dit que le rayon est rabattu. Et ce sera toujours le cas quand on passe d'un indice moins réfringent vers un indice plus réfringent. Ok, maintenant on va se mettre dans le cas de figure numéro 2. Alors on adapte, cette fois-ci N1 c'est en bas et N2 c'est en haut, et pour que le dessin soit juste, et on va passer d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Et là, on a exactement l'inverse. On va avoir toujours l'angle d'émergence qui va être plus grand que le rayon d'incidence. Donc là, on prend le schéma inverse, prenons par exemple le rayon vert, l'angle ici, il va être plus petit que de ce côté-là. On imagine que la lumière va de bas en haut.
Alors, il y a quand même un truc à noter, c'est que si on fait varier, donc reprenons le premier cas, on part du haut, on va vers le bas, en faisant varier notre rayon d'incidence, on peut le faire varier de la normale, et on peut l'emmener jusqu'à pratiquement l'horizontale. Donc pour la normale, c'est simple, on va en ligne droite. Pour l'horizontale, bah, on va obtenir ce rayon bleu qui est ici. Très bien. Par contre, si on prend le sens opposé, donc maintenant on fait venir la lumière du bas, bah si j'envoie un rayon sur la normale, je reste sur la normale, mais par contre, si j'envoie un rayon bleu, comme ça, je vais avoir un rayon horizontal, et qu'est-ce qui va se passer si j'envoie un rayon avec un angle plus grand que cet angle que j'ai noté delta L ici? Et bah, ça devient compliqué, parce qu'on aurait presque envie que ce rayon, il reparte là. Mais ça, c'est plus un rayon réfracté, il reste dans le même milieu. Alors, il pourrait être un rayon réfléchi, mais le rayon réfléchi, il existe toujours, hein, je ne l'ai pas représenté, mais il y a toujours de la réflexion. Donc là, au final, dans cette zone-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, en fait, dans cette zone-là, la réfraction va purement et simplement disparaître. Et si on envoie un rayon incident dans cette zone-là, et bah, on aura réflexion totale. Pas de réfraction, que de la réflexion. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut le présenter comme ça. Je voulais vous le présenter de cette façon. Parfois, on le présente différemment. Alors, pour calculer l'angle à partir duquel on a réflexion totale, bah, il suffit de calculer finalement l'angle sous lequel, si j'envoie mon rayon ici, j'obtiens un rayon émergent, un rayon réfracté, sous 90 degrés. Donc, je prends mon N1 sinusien égale N2 sinus 2. Je vous rappelle que N1 est en bas et N2 est en haut. Et N1 est plus grand que N2. Donc, je vais faire N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, mais dans I2, je vais mettre 90 degrés. Donc sinus de 90 degrés, ça fait 1. Donc finalement, je vais avoir N1 sinus I1 égale N2. Et donc, eh ben, pour avoir un rayon réfracté, ça me dit que N1 sur N2, sinus I1 doit être inférieur à 1. Essayez de l'écrire, c'est un bon petit jeu. Et donc l'angle limite, eh ben, c'est exactement, je vais l'obtenir sous la forme de IL égale arc sinus de N2 sur N1. C'est pas fait, c'est fait exprès. Hein. Voilà, je voudrais que vous fassiez, que vous l'écriviez vous, hein, ce que je viens de dire. Et bah, en fait, tant que IL est inférieur à arc sinus de N2 sur N1, pas de problème, vous aurez toujours un rayon réfracté. Mais par contre, si I est plus grand que I1 est plus grand que IL, bah là, vous êtes exactement dans cette zone-là, vous aurez un rayon, vous aurez une réflexion totale et donc pas de rayon réfracté. Écrivez-le, un bon petit travail, pour ceux qui n'ont plus l'habitude ou qui n'ont pas fait ça depuis très longtemps. Alors, donc cette zone, elle est exclue hein, quand on vient de l'autre côté. J'ajoute une petite chose qui est intéressante, c'est que si on envoie des rayons de là à là, et bien finalement, on va éclairer que de là à là. Cette zone-là sera dans l'ombre. Elle ne recevra pas la lumière qui provient de cette zone-là. Ça, c'est aussi intéressant. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas éclairer comme on veut un milieu, un deuxième milieu, avec une lampe, par exemple. Si on éclaire de là à là, bah, on n'éclairera que de là à là, de ce côté-là. Donc on en arrive maintenant aux lentilles minces dans les conditions de Gauss. Donc très important la lentille mince dans les conditions de Gauss parce qu'on va s'en servir très souvent quand on va faire des manipulations. Et puis même pour faire des montages d'interférences, on verra, ou de diffraction, on en aura besoin pour faire certaines choses. Donc voilà, il faut savoir un peu comment ça marche. Alors une lentille est dite mince si sa taille, en particulier son épaisseur ici, est petite par rapport au rayon de courbure. Donc ici j'ai fait un symbole qui ressemble beaucoup à une lentille convergente, mais en gros il faut que la courbure, les différentes courbures qui sont ici par rapport à l'épaisseur, bah, soient beaucoup plus grandes. Donc la courbure ici est plus grande que l'épaisseur. Les conditions de Gauss, il faut que l'angle d'incidence, donc moi là j'ai dessiné un rayon, il faut que l'angle entre ce rayon et l'axe optique soit petit. Et il faut que le point qui est ici soit proche de l'axe optique. On ne peut pas se permettre qu'il soit trop là. D'ailleurs, de toute façon, s'il monte, plus il va monter en règle générale, bah, plus l'angle va augmenter et donc on va perdre les deux d'un coup. On appelle ça des rayons paraxiaux et ça nous permet d'avoir du stigmatisme approché dans ces lentilles minces dans les conditions de... Alors, les deux types de lentilles, ce sont les suivantes. La lentille convergente, on la représente par ce symbole ici. On appelle O son centre. Normalement, tout le monde fait venir la lumière de gauche à droite, donc je vais continuer à le faire comme tout le monde. Une lentille convergente, on va avoir ce qu'on appelle le foyer image, F' du côté droit, alors que le foyer objet va être du côté gauche. Le foyer image, par définition, c'est l'image d'un objet placé à l'infini sur l'axe optique. Donc ça, un objet placé à l'infini sur l'axe optique, ça va envoyer des rayons parallèles. Et ces rayons parallèles vont passer par un point F' qui va être réel de ce côté-là.
Et puis pour le foyer objet, le foyer objet, c'est un objet pour lequel son image est projetée à l'infini sur l'axe optique. Donc, si je place un point objet ici, l'image va être donnée à l'infini sur l'axe optique, donc on va avoir des rayons parallèles à l'axe optique qui vont sortir de ma lentille. La distance focale, c'est ce qu'on appelle f', c'est la distance OF', donc c'est la distance entre le centre de ma lentille et le foyer image, avec une barre, parce que c'est une distance algébrique, elle peut être positive ou négative, et elle sera positive pour une lentille convergente, puisqu'on est dans cette direction. Alors il faut connaître la construction des rayons. Si je prends un rayon parallèle à l'axe optique, ce rayon parallèle va ressortir de la lentille en passant par le foyer image. Un rayon qui passe par le centre de la lentille ressort en étant pas dévié, donc il n'est pas dévié, voilà. Et un rayon qui passerait par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Donc ça, voilà ce qu'il faut connaître à minima pour être capable de tracer des rayons dans une lentille convergente. Donc on fait pareil pour les lentilles divergentes. Dans une lentille divergente, la grosse différence, c'est qu'on va avoir une distance focale, cette fois-ci, qui va être négative. Donc le foyer image va être du côté gauche et le foyer objet du côté droit. On a un foyer image qui est du côté qui est virtuel. Lorsqu'un rayon parallèle arrive, on va quand même suivre la même règle. Il va ressortir de la lentille en passant par ce point f', mais en fait il ne va jamais vraiment y passer. Il va sembler provenir de ce point f', et c'est d'ailleurs cette divergence qui fait qu'on appelle ça une lentille divergente. Un rayon qui va passer par le centre, lui, il va conserver la même règle. Il n'est pas dévié et va en ligne droite. Donc voilà, rayon par le centre n'est pas dévié. Et le rayon qui aimerait passer par le foyer objet va ressortir parallèle à l'axe optique. Enfin, une dernière chose qui est valable pour les lentilles convergentes et divergentes, c'est la formule de conjugaison de Descartes. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Attention ici, OA', O et A', ici, c'est une mesure algébrique. Donc, si on se déplace dans cette direction-là, ça va être positif. Et si on se déplace dans cette direction-là, ça va être négatif. Donc, comme on prend les distances par rapport à O, tout ce qui va être de ce côté-là va être positif et tout ce qui va être de ce côté-là va être négatif.